Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver après cet été magnifique, après des vacances, pour 300 millions de critiques, le magazine de l'actualité francophone sur TV5 Monde. Et nous sommes avec Denise Ziepoté. Ma chère Denise, bonjour. Les vacances ont été bonnes? Très bonnes. Vous avez été où? À Cuba et puis Juste un peu indiscret, la télévision. À tout le monde ce que vous avez fait pendant les vacances, mais enfin bon. Après tout, il faut commencer par vous. Voilà, Cuba, le Sénégal, puis le Cameroun. Magnifique. Nous sommes beaucoup vus donc au Sénégal et au Cameroun. Mon cher Yves, bonjour. Bonjour Guillaume. Je ne vous demanderai pas ce que vous savez pendant les vacances, car vous ne prenez jamais de vacances. Non, mais pendant cette période, j'étais avec Michel Serruti à Ottawa. À Ottawa. Pour une émission que les téléspectateurs de TV5 Monde ont pu voir il y a quelques jours. C'était pour fêter les 30 ans de la présence de TV5 au Canada, Mathieu. Michel Serruti, radio-télévision suisse. Absolument. Une mine de rêve. Le type a marché dans la montagne, ça se sent. Vrai ou faux? Exactement. Laura Tenouji, c'est le midi de la France qui est à côté de nous, de France Télévisions. Nous allons parler évidemment, vous le savez, toujours de ces sites internet. Nous sommes avec Alain Gerlache, qui lui, effectivement, nous vient de la RTBF, c'est-à-dire qu'il a pris le Thalys et qu'il est là ce matin. Mon cher Alain, quel voyage. Vous êtes le Jules Verne local. Toutes mes félicitations. Et puis Mathieu Dugal, qui lui est le grand voyageur, puisqu'il est là pour... donc Radio-Canada. Mathieu, je vous embrasse. Nous sommes tellement ravis de nous retrouver. Nous commençons désormais cette émission en partageant le instantané dans le domaine de la culture, en vous présentant quelques photos qui nous ont marqués et qui sont des instantanés, mais vraiment des instantanés, suivis de quelques hashtags que nous vous recommandons. Et nous allons commencer par vous, mon cher Michel. Diantre, je vais tenter. Diantre. Une photo d'un photographe. Je n'ai pas entendu un chroniqueur en émission dire diantre depuis quoi? La bataille de Rocroi. Enfin bref. Diantre, pas le sang bleu. Fichtre. Donc vous avez une photo qui vous a marqué. Ouais, Votre petit cœur bat. qu'on peut voir dans le cadre du Festival Images de Vevey. C'est une photo du photographe Arnold Odermatt. Vous avez des hashtags à nous suggérer? Alors c'est ceux que Car il en faut 5. C'est ceux que je viens de vous donner. Alors c'est Vevey, art visuel, extravagance, ça c'est le principe cette année. Arnold Odermatt. Et puis le 5e, gratuit, voilà, parce que le festival est gratuit. Nous allons passer à Yves Bigot. Vous avez remarqué que l'actualité culturelle francophone est traitée de manière différente. Michel a un petit carnet, comme un moine bénédictin. Quant à Yves, qui est la componction de la modernité, il est là avec cet appareil dont nous ne donnerons pas la marque, car nous sommes sur une chaîne francophone. C'est un appareil qui s'appelle un appareil. Un smartphone. Non, un un smartphone. Bah oui, ouais. Un téléphone intelligent. Téléphone intelligent. C'est ça le problème avec les gens du midi. On leur tend un piège, paf, ils plongent immédiatement. Non, c'est les gens du digital plutôt. On est trop Du numérique. habitués. Numérique en français. Alors donc, vous avez une photo à nous suggérer, mon cher Yves. Alors, c'est en l'occurrence la photo de la une d'un journal. Donc, les hashtags, c'est Libération, orthographe, Belgique, Académie française, car le titre de Libération du mardi 4 septembre, la guerre que les Belges ont déclarée et eux. C'est-à-dire les participes. Selon, Ouais. exactement, l'Académie française, c'est et eux, selon un certain nombre de linguistes belges, mais aussi défendus par Bernard Cerclé-Guigny, que les téléspectateurs de TV5 Monde connaissent très bien. Voilà, ils voudraient, donc ses amis wallons, que nous revenions sur cette règle qui a été importée d'Italie en même temps que la vérole. Voilà, vous connaissez nos amis de Libération, nous les aimons, mais ils ont le sens du paradoxe. Au moment où le ministre de l'Éducation dit qu'il faut faire des dictées, eh bien, les amis de Libération, évidemment, se lancent dans une bataille pour la faute d'orthographe qui leur permet d'être des opposants, comme dirait Jacques Lang, qui va nous retrouver dans un instant avec cette gestuelle qui lui est tout à fait caractéristique. Ma chère Denise, Alors vous moi, êtes c'est une fleur à vous toute seule, enfin une fleur, un bouquet. un bouquet de fleurs, oui, je préfère. Voilà. Merci. Vous avez une photo. Oui, c'est le titre de la photo, c'est L'eau vive. C'est l'œuvre d'une artiste marocaine qui s'appelle Safa Eroaz, qui est installée depuis le mois de février au musée de la photographie de Saint-Louis, Oui. au Sénégal. Ah oui. Elle s'étale sur 20 mètres carrés. Et pour moi, mes hashtags sont Sénégal, bien sûr, Saint-Louis, le musée de la photographie, surprenante, imposante et fragilité. Ma chère Laura. Donc, je vais vous parler d'une photo d'Alex Lutz, qui est l'acteur principal et le réalisateur de Guy. Un film exceptionnel. Donc, mes hashtags, c'est cinéma, performance, Guy, émouvant. Ah, il faut quand même raconter que Guy raconte l'histoire d'un chanteur ringard de 70 ans. Un chanteur de variété qui a un peu plus de 70 ans et qui est très, très bien campé par Alex Lutz. Allez tous le regarder. Voilà. Il est
Un salle enfant actuellement. par rapport à moi, donc 70 ans. Mon cher Alain. Alors pour moi, c'est une photo du film inachevé d'Orson Welles, The Other Side of the Wind, l'autre côté du vent, qui a été terminé par Netflix et présenté à la Mostra à Venise. Et donc, mes mots-clés, comme nous disons chez nous, c'est Orson Welles, Netflix, Mostra, pas à Cannes, raté le coche. Voilà. Il faut remarquer que si vous lisez les journaux et vous intéressez à l'actualité francophone, le Festival de Cannes est en train de prendre un sacré coup de vieux par rapport à la programmation du Festival de Venise, car non seulement Bien il y a sûr. cet Orson Welles, mais vous avez un film extraordinaire des frères Coens, vous avez le dernier film de Jacques Audiard qui a délaissé Cannes pour aller à Venise avec Joaquin Phoenix. Bref, ça va mal pour Cannes en ce moment. Et puis enfin, Mathieu, qui est la réincarnation de Dépêche Mode à lui tout seul, va nous présenter cette photo. Mon cher David, je vais vous appeler David maintenant parce que vous êtes le chanteur de Dave. Call me Dave Gahan. Dave Gahan. Dave Gahan. En fait, je vous propose une photo qui résume un peu la fin d'été classique à Montréal. C'est un grand événement qui s'appelle la Virée Classique et ça se tenait, entre autres, au pied du stade olympique. Plus de 30 000 personnes avec le Cirque Éloise. Et ces hashtags-là, ces mots-clics que je vous propose, c'est donc cirque, musique classique, virée classique, stade olympique et orchestre symphonique de Montréal. La musique classique se fait populaire en cette fin d'été à Montréal. Voilà pour ces présentations. Quel bonheur de vous retrouver. Voici le sommaire et après Jacques Lang. Angélique Kidjo nous propose un album de reprise d'un groupe mythique, les Talking Heads, une lecture très africaine de l'album Remain in Light, et nous en parlons. Jean-Claude Van Damme est de retour sur grand écran dans le cas du cinéaste français Julien Leclerc. Nous essaierons de comprendre aujourd'hui si Van Damme est toujours un acteur belge. Le nouveau livre du journaliste et écrivain français Éric Fotorino, 17 ans, fait partie des ouvrages remarqués en cette rentrée littéraire et il est également au sommaire. Invités et coup de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est parti. Angélique Kidjo sait surprendre ses fans, c'est notre premier sujet et elle nous le prouve encore une fois avec un album d'un groupe qui est un groupe mythique qui s'appelle les Talking Heads. Elle nous propose une lecture qui est évidemment très africaine de cet album qui s'appelle Remain in Light, qui était déjà dans les années 80 un trait d'union posé par David Byrne, qui vous le savez était le leader des Talking Heads entre l'Afrique et la New Wave. Je vous propose d'écouter la version que donne Angélique Kidjo du cultissime titre, cultissime, vous avez vu, cultissime titre, Once in a Lifetime, et nous en parlerons après. Beautiful house, and you may ask yourself, where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right, am I wrong? And you say to yourself, my God, what have I done? Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing on the ground, into the blue again, in the silent water, under the rocks and stones, there is water on the ground. Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing on the ground, into the blue again, after the morning's done. Once in a lifetime, water flowing on the ground. C'est la vie, mi bueno, c'est la vie, voilà mi va, c'est la vie, mi bueno, c'est la vie, voilà mi va, c'est la vie, mi bueno, c'est la vie, voilà mi va, c'est la vie, dale me se la miro, dale me se la miro, dale me se la miro, c'est la vie. Et c'est toujours sur un Belge que commence la première question avec vous, car il faut quand même rappeler, mon cher Alain, ce que furent, parce qu'ils sont toujours, partie d'entre eux ne sont pas morts, hein, mais Talking Heads
le groupe intellectuel new-yorkais, mais qui a quand même connu le succès, qui venait en Europe. J'ai eu l'occasion de les voir dans les années 80, avec évidemment ce frontman, comme on dit, hein, ce personnage central, David Byrne, sans doute un des plus grands noms de la musique de la seconde moitié du XXe siècle. Alors, moi, quand je reçois les sujets de cette émission, j'essaie de ne rien lire, de ne rien découvrir, et donc j'écoute un album qui s'appelle Remain in Light, et donc je ne fais pas le lien, et puis je m'en rends compte, et là c'est la claque, parce qu'en effet, c'est une réinterprétation de toute une série de chansons de Talking Heads, mais en respectant la personnalité d'Angélique Kidjo. Et comme vous l'avez dit juste avant, le pont, c'est justement la capacité qu'a eu David Byrne d'écrire des chansons qui sont déjà un brassage musical et culturel. Et en effet, avec cette... Pardon ? Chère Angélique vit à New York. Évidemment, évidemment. Et avec aussi, en effet, cette chanson qui est cultissime, Once in a Lifetime, et qui est vraiment réinterprétée. Je crois qu'on pourrait même dire, cette fois-ci, Twice in a Lifetime, du coup, parce que c'est en effet une réinterprétation extraordinaire. Et, redisons-le, c'est aussi, au-delà de la performance d'Angélique Kidjo et des musiciens qui l'accompagnent, un hommage quand même à ce grand musicien, ce grand penseur aussi de la musique qu'est David Byrne. Voilà. Est-ce qu'on peut justement essayer d'expliquer ce qu'elle en a fait, Yves, justement de ce groupe Sœur Musique, parce qu'a priori quand même, je vais jouer le naïf, mais enfin entre Talking Heads et Angélique Kidjo, pas exactement la même chose. Ah non, justement. Ouais. Alors, elle l'a ramené en Afrique. C'est ça. C'était le premier album de Talking Heads, ça qui était un groupe un peu assez sec jusque-là, qui a voulu, après d'ailleurs que Tina Weymouth, la bassiste, et Chris Frantz, son mari, le batteur, soient allés enregistrer aux Bahamas, ont découvert la musique de Fela, etc. Et ils ont décidé de s'intéresser avec Brian Eno, qui était leur producteur et qui était vraiment un 5e membre du groupe pendant l'enregistrement de cet album, de s'intéresser à la musique de Fela, à la musique africaine, etc. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que Angélique, elle est arrivée à Paris, je crois, en 1983, si ma mémoire est bonne, et à ce moment-là, Talking Heads habitait à Paris, car ils enregistraient ici, justement parce qu'ils voulaient trouver les musiciens africains de Paris, etc. Ils se sont très vraisemblablement pas rencontrés ici, mais bien plus tard, à New York. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, Angélique Kidjo, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de la réappropriation culturelle dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a évidemment suffisamment stigmatisé toute la musique américaine comme étant évidemment inspirée non seulement de l'Afrique mais des Afro-Américains, pour simplement constater quelque chose d'absolument évident, c'est que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Ah oui. D'ailleurs, un exemple, la rumba congolaise, ou la rumba lingala, comme on l'appelle là-bas, elle est venue dans les années 30 parce que les orchestres cubains venaient jouer en Afrique et que les Congolais se sont réappropriés cette musique qui n'est pas à eux. Et par ailleurs, et de la même façon, les Africains se sont aussi réappropriés, alors vous pouvez toujours dire, mais elle venait de chez eux dès le départ, mais ils se sont quand même réappropriés successivement le jazz, la soul, le rock, le hip-hop et le rap aujourd'hui, etc. Donc c'est ça qui est intéressant comme phénomène, c'est de voir que la musique, on sait bien, dans tous les sens. C'est un truc qui circule et que ça s'est changé. Et alors, il faut dire par ailleurs que l'album d'Angélique est absolument remarquable. Ah, oui. Alors justement, question. Attendez, ne soyez pas pressés les uns et les autres, car je sais que vous êtes un grand amateur de jazz, mon camarade Cerruti, mais nous allons demander à Denise Epoté, puisque pour l'instant, nous avons eu un petit mot de Yves sur la réussite, et maintenant nous allons avoir un grand développement de Denise. Est-ce que c'est réussi, Denise ? Oui, je crois que c'est réussi, parce que Yves le disait bien, c'est un retour aux sources, parce que les Talking Heads se sont inspirés de cette musique qui venait du Nigeria, et dont le maître incontesté était Fela Ransome Kuti, ce mélange de Yoruba et d'anglais, qui a fait son succès d'ailleurs. Au Bénin, qui est le pays d'origine d'Angélique, mais le Nigeria, le pays d'origine de Fela Ransome Kuti, on parle le Yoruba. Et c'est ce mélange-là avec les tam-tams, comme dit Angélique, qui rappelle les tam-tams du Bénin,
où est né, source du groove africain, qui font justement le succès il y a 35 ans de l'album des Talking Heads. Et on voit bien que la recette refonctionne. Guillaume, symboliquement, hein, d'ailleurs, je pense que c'est très fort de voir que cette musique qui est partie d'Afrique et puis qui a conquis le monde à travers les États-Unis, revient spécifiquement à travers Angélique Kidjo au Bénin, au Ouida, le port de départ des esclaves vers l'Amérique. Hein. Donc symboliquement aussi, ça dit quelque chose de très fort. Une fois qu'on a raconté tout ça, c'est surtout de la super musique à écouter. Hein. Voilà. Est-ce que c'est de la super musique à écouter, le confirmer? Ah ouais, vraiment. Michel Serruti, ce mouvement de tête. Ce qui est bien avec vous, c'est quand vous voulez dire oui, vous faites ça. Mais c'est mon côté indien. Vous savez, monsieur métissé, c'est mon côté indien, donc oui. Le oui est un... Non, c'est un album qui est très réussi. Et j'ai eu un peu la même approche qu'Alain, c'est-à-dire quand je l'écoutais, j'avais rien lu sur l'album, donc j'écoute ce disque, je me dis, ça me rappelle quelque chose. C'est une émission où on travaille beaucoup. Ils se lancent sur un truc, ils ne lisent rien, ils ne font rien. Après, on lit évidemment. Non, c'était très réussi. Et ce que j'ajouterais simplement, c'est vrai que la musique est métissée, parce que des fois, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que Fela lui-même, quand il a inventé l'afrobeat, il le dit dans ses mémoires. Life is a bitch, ou putain de vie, je crois que c'est traduit comme ça en français. Il a inventé l'afrobeat quand il était à Londres, pas quand il était au Nigeria. Donc c'était déjà en soi une sorte de métissage entre de la musique qui venait du Nigeria et puis des influences qui étaient un peu européennes. D'ailleurs, si vous discutez avec des vieux ou des personnes âgées en Afrique, quand elles écoutaient la musique quand elles écoutaient la musique de Fela, quand vous discutez avec elles vous disent quand on écoutait la musique de Fela quand elle est sortie, on comprenait rien. C'était un truc qui nous correspondait absolument pas. Et donc c'est drôle de Parlez pour vous, cher ami. si, je vous assure. Et donc, effectivement, ce retour qui est fait, c'est un magnifique... C'est plus qu'un clin d'œil, parce que ça démontre les métissages, les passages, les allers-retours de la musique. Et puis moi, j'admire aussi sur ce disque, qui est parfaitement réussi et qui est complètement indie Angélique Kidjo. C'est ça qui est intéressant, même si elle reprend l'album complet Remaining Light de Talking Heads. Il y a Tony Allen qui est le batteur sur l'album, qui est le batteur historique de Fela, quand même. Les Cuivres sont Anti-Balance, qui est un groupe d'afrobeat de Brooklyn. Donc ça sonne du feu de Dieu, vraiment. C'est un disque qui est extrêmement réussi. Et puis en plus, quand Angélique Kidjo est en interview, elle a tendance à dire quelque chose qui va au-delà de la musique. C'est-à-dire que quand les Talking Heads ont fait ce disque au début des années 80, ça préfigurait politiquement, on va dire, ou socialement un petit peu toute la déstructuration... une certaine déstructuration sociale qu'il y a eu dans les années 80, avec quand Reagan est arrivé au pouvoir après, ou Thatcher en Europe. Et quand on écoute les textes... Vous êtes en train un peu de vous égarer, là? Non, parce que je cite Angélique Kidjo, si vous écoutez ses interviews, c'est ce qu'elle dit, même au niveau des textes aujourd'hui, ou de ce que représentait l'album, j'ai l'impression que cet album, au niveau des textes, s'inscrit aussi dans un mouvement politico-social qui est pertinent aujourd'hui et pas simplement musicalement. Donc c'est un album qui peut s'écouter à plusieurs niveaux et qui est vraiment réussi simplement artistiquement, je trouve. Mon cher Mathieu Dugal. D'une part, en tant qu'amateur... Vous êtes le seul véritable intellectuel de cette bande. Trop d'honneur. Tout d'un coup, vous allez essayer de monter d'un étage. En fait, en tant qu'amateur de musique alternative, en général, on peut voir d'une part que David Byrne a inspiré une flopée de musiciens depuis 30 ans et il est encore actif. Et c'est ça aussi qu'on peut comprendre avec cet album-là en fait, on redécouvre évidemment Remain in Light, mais du coup, on se rend compte que David Byrne est encore très actif, inspire encore énormément de musiciens, et pas seulement des musiciens justement qui veulent reprendre sa musique à la sauce, sauce africaine, mais c'est les rythmes, c'est là où ces rythmes dont il s'est inspiré sont nés. On n'a qu'à penser, je pense à Toon Yards, qui est une jeune artiste new-yorkaise qui fait partie de ses protégés et qui reprend elle aussi tout cet univers-là. Et vous savez, nous, au Québec, on a vécu un été culturel assez chaud. Ça a été chaud à la météo et culturellement, ça a été très chaud parce qu'on a beaucoup parlé d'appropriation culturelle. Je crois que je me suis trompé quand j'ai dit que c'était le plus intellectuel de la bande. L'été sera chaud, Hein. En fait, on a vécu un été culturel très chaud parce qu'il y a eu un débat autour de l'appropriation culturelle dans le cas d'œuvres de Robert Lepage, notamment Slave et Kanata. Et là, toute la question à savoir... à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'une culture dépasse les limites en s'appropriant les habits d'une autre? Eh bien, cet album-là montre que quand c'est bien fait, c'est-à-dire qu'à la base, il était allé chercher quand même des musiciens. Il y avait des musiciens de Funkadelic dans Remain in Light, Bernie Worrell, et
C'est une émission francophone. Et cet album-là, en fait, montre que lorsque ces échanges culturels-là sont bien faits, ça peut être extrêmement fécond et encore parler à bien des gens très longtemps après sa création. Et c'est un album qui inspire encore, qui permet aux gens de créer encore. Et tout ça dans un contexte où David Byrne est encore, d'une part, un grand intellectuel. Je pense que vous l'avez dit, Michel, c'est quelqu'un qui écrit encore très bien, connaît très bien ce qui se passe dans l'industrie de la musique, mais en même temps, Il mène un combat contre le streaming, notamment, ou en tout cas le fait que les artistes sont mal rémunérés, etc. Absolument, entre autres choses, mais ça montre toute la grandeur de cet artiste-là. Et effectivement, à tout point de vue, c'est un album qui donne le goût d'aller sur une piste de danse, là. Alors, Remain in Light. Et maintenant, nous allons arriver à un moment crucial, puisqu'avec notre camarade, nous allons parler effectivement de la perception qu'ont les réseaux sociaux de cette œuvre d'Angélique Kidjo, inspirée par David Byrne. Et sur les internets, effectivement, l'accueil est très chaleureux pour cet album. Mais Angélique Kidjo est très populaire. 1 million de personnes qui la suivent sur Facebook, à peu près comme vous, c'est ça, hein, je crois que vous êtes très, très actifs. Hein. J'ai vu que cet été, vous étiez donné à fond. Et je suis contente, Guillaume. Sur tous les réseaux. Alors, attendez, il y a une erreur totale. Sur Facebook, c'est que des fakes. Ah bon? Des fakes? Ah, vous voyez, vous aussi, vous parlez anglais. Avec des anglicismes. Des faux. Voilà. Non, maintenant, vous m'avez fait la leçon. Sur Twitter, je montre des photos de la plage. Et pourquoi elle est populaire, en plus, avec la sortie de cet album, c'est qu'elle a sollicité les internautes en leur demandant de participer à un challenge qu'elle appelle The Great Curve Challenge. Voilà, mais c'est le titre de la chanson qu'elle interprète, The Great Curve. Et l'idée, c'est de danser, de se filmer. Et les meilleures vidéos feront partie de son clip officiel. Donc moi, je propose qu'à la fin de cette émission, on s'y mette tous, qu'on danse de manière endiablée sur The Great Curve pour participer au clip d'Angélique Kidjo. Est-ce que vous avez vu Theresa May danser en Afrique du Sud? Oui, alors ça, je peux vous le faire. Je pense qu'on va peut-être... On va faire beaucoup mieux, on va faire beaucoup mieux. Imaginez-moi avec un petit truc rouge, elle fait ça. Pardonnez-moi la réalisation, elle fait ça. Vous faites très bien, Theresa May. Elle se retourne aussi. Elle essayait les pas zoulous. Oui, elle est vrai, enfin bon, d'accord. Pas loin. Pas loin. Ce sont les pas de Il fallait encore un peu loin de C'est effrayant. Ma chère Denise, merci d'être venue avec cette robe magnifique. Et nous allons changer totalement de domaine. Et là, effectivement, à France Télévisions, tout le monde sait de qui il s'agit, puisque nous allons parler de Jean-Claude Van Damme, qui est de retour sur grand écran dans Lucas, du cinéaste français Julien Leclerc. Je vous propose de regarder la bande-annonce et de discuter juste après de la belgitude de Jean-Claude Van Damme, car que Jean-Claude Van Damme figure dans une émission culturelle aussi sophistiquée que la nôtre, comme dirait Jacques Lang, c'est quand même assez bizarre. Zarbi, le voici. On veut savoir qui tu es. Personne ne te connaît. La seule chose que je sais, c'est que tu t'appelles Lucas. T'es videur. Et t'as fracassé un mec que t'as laissé pour moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est que tu bosses pour moi. C'est simple. Le dernier debout, il a le poste. Tu commences vendredi. Tu fais tout ce qu'ils te disent, hein? T'as l'air petit chien. Et ta fille, tu la laisses toute seule quand tu vas passer? C'est qui t'a fait ça? Un gars au travail. La première fois que je t'ai vu, tu sais ce que je me suis dit? Ce gars-là, c'est soit un filet complet, soit un putain de survivant. Pas le moment de craquer, on a besoin de toi. Et ta fille aussi. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je vous tue. Nous allons commencer par Mathieu, qui a vu ce film qui paraît à peu près improbable, un réalisateur peu connu, français, et Jean-Claude Van Damme, qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est ni Marguerite Yourcenar, ni Magritte. Alors, est-ce que c'est une réussite? En fait, j'allais voir ce film-là en m'attendant à vivre beaucoup d'ironie.
Parce que, vous savez, Jean-Claude Van Damme est devenu une espèce d'icône des réseaux sociaux où on emploie, en fait, son nom, on emploie ses mimiques, on emploie ses répliques vraiment de manière extrêmement ironique. C'est un personnage qui a été récupéré par les réseaux sociaux et qui joue très bien son personnage de films, de séries plus ou moins B. Je me souviens d'avoir beaucoup aimé dans ma jeunesse Street Fighter. C'est un genre cinématographique qu'il maîtrise très bien. Et donc, je ne m'attendais pas à grand-chose, même si je connaissais un peu le parcours de Julien Leclerc. Je me disais, on ne peut pas employer... Qui est le réalisateur? Qui est réalisateur. On ne peut pas employer Jean-Claude Van Damme dans un rôle de contre-emploi. Et je suis sorti de ce film-là en me disant, c'est peut-être le premier film d'une seconde carrière cinématographique de Jean-Claude Van Damme. Parce que c'est vraiment un film où on le découvre dans une dégaine qui est quand même assez différente. Racontez un peu. Bon, père de famille, monoparental, videur dans une discothèque. Il se trouve à être mêlé à une affaire de faux billets, de faux monnayeurs, à la suite du fait qu'il tue quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions. Il doit quitter son bar et donc il est récupéré, il est engagé par un propriétaire de bar de danseuses nues. D'ailleurs, la scène où il obtient son emploi, c'est quelque chose. Et il est donc... Même si ça n'a rien à voir avec les danseuses nues. Non, C'est exactement ce que j'allais dire. Attendez. Il y a une certaine... Attendez, Ce n'est pas encore X, hein, comme film. Il y a une certaine nudité quand même dans cette scène-là. Mais donc, on découvre un Jean-Claude Van Damme qui est, ma foi, bon, il n'a qu'une expression dans ce film-là, mais en fait, c'est un personnage qui a été créé véritablement sur mesure pour lui. C'est un peu, j'ai pensé un peu au mythe de Sisyphe en voyant ce film-là. C'est-à-dire que il est aux prises avec une situation qui lui échappe, qui lui a été imposée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre de décision. C'est quelqu'un qui est pris pour faire ce qu'on lui demande de faire. Et pour reprendre Camus, il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Mais lui, s'il ne se suicide pas, c'est peut-être parce qu'il a une petite fille. Et en fait, tout ce qui organise sa vie, c'est le fait qu'il ne peut pas prendre de décision à cause d'un passé qu'on va découvrir au cours du film et qu'il doit continuer à vivre. Donc parce c'est un que, film émouvant. Par l'amour, à la limite, oui. Et c'est ce qui est troublant dans ce film-là, c'est qu'on redécouvre un Van Damme, même si je le redis, c'est pas un grand acteur. Alors, mais on l'avait déjà, malgré tout, hein, Mathieu, pas le premier découvert film. dans ce type de rôle dans JCVD. Oui, Et absolument. Oui. Le film, on va dire, où lui-même s'auto-parodiait et acceptait de jouer le rôle de Jean-Claude Van Damme tel que on le moque. Mais si je n'ai pas parlé de JCVD, c'est que dans ce film-là, il ne s'auto-parodie pas. Oui. On est vraiment dans quelque chose de complètement différent. C'est un film parce qu'il a arrêté les produits. Hein. À part ça, il y a encore le... non, mais JCVD non plus. JCVD, c'est un rôle à contre-emploi parce qu'il est victime. Il subit une prise d'otage. Il se retrouve dans une poste par devers lui alors qu'il voulait aller faire retirer de l'argent, enfin dans une banque, pardon, alors qu'il voulait retirer de l'argent. Il se retrouve à être victime et être pris en otage. Les otages réussissent à faire croire que c'est lui en réalité qui est en train de braquer la banque. Et il subit pendant tout le film. On lui tape dessus. Enfin, je veux dire, il n'est pas du tout dans son rôle habituel. C'est vraiment dans un rôle qui est complètement à contre-emploi. Et c'était, il y a 10 ans de ça, le film date d'il y a une dizaine d'années, je crois que c'est 2008, c'était effectivement le rôle qui avait surpris tout le monde parce qu'on voyait Van Damme dans un rôle qui n'était pas du tout le sien. Il y a une scène à la fin du film, il y a encore qui est de semi-fiction, où finalement il donne un coup de pied ou il donne un coup de coude à l'un des preneurs d'otages au moment de sortir. C'est tout. Sinon, c'est lui qui s'en prend plein la figure. Mais sauf que ce film-là, c'est du Van Damme, mais c'est un Van Damme qui a lu Camus, ce qui est quand même une énorme différence. Ben voilà. Et il faut souligner aussi l'excellent travail de photo. La photo de ce film-là est magnifique. C'est Robrecht Eyvert. Eyvert, très bien. Eyvert. Très bien. On a beaucoup répété, soyons clairs, mais je suis très content de la interprétation finale. Et franchement, un film à voir. Je pense que les amateurs de films d'action vont s'y retrouver. Même les femmes. Parce que ça réconcilie les femmes avec le film d'action, parce que le fait qu'il soit papa et qu'il y ait un vrai scénario derrière, ça plaît aussi aux femmes et ça peut les réconcilier avec. Vous vous souvenez des déclarations de Van Damme chez Ruquier? Ah bah oui. C'était un grand moment, par Elle exemple. continue de circuler. On était en pleine conversation sur MeToo, donc une jeune femme, bien évidemment, présentait, je ne sais plus qui c'était d'ailleurs, présentait les revendications ô combien justifiées du féminisme actuel. Et Van Damme se retourne vers elle et lui dit:
mais vous voulez travailler? Alors elle dit, bah oui, c'est normal. Mais qui va garder les enfants? C'est un truc qui, tout d'un coup, apparaissait comme une déclaration de 1815. Tout à l'heure, je parlais de la bataille de Rocroi. Français qui avait fait aussi cette bonne blague. Oui, hein. hein. Oui, mais ça, j'ai oublié À propos lequel. d'une candidate aux élections Oui. présidentielles. Absolument, absolument, Oui, absolument. de Ségolène Royal. Voilà. À propos de Ségolène Royal. Fabius. Puisque vous avez pris la parole, continuez. Vandame sur les réseaux sociaux, c'est c'est la une star. star intersidérale. Plus de 31 millions de personnes qui le suivent. C'est un État. C'est le rêve. Et donc, voilà, il est culte. À la fois, il y a son Facebook, ses réseaux sociaux officiels, et puis il y a tous les officieux qui viennent et qui relaient, comme le disait Mathieu, toutes les petites vidéos, tous ces écarts. Mais dans ce film, comme il apparaît différemment, les internautes l'aiment quand même. Ils disent que c'est bien. Et d'ailleurs, pendant toute sa promo, si vous avez regardé un petit peu, pour une fois, il ne sort pas de phrases totalement abjectes ou déconnectées. Il est plutôt sérieux. Laura, vous avez raison, et parce que Guillaume, vous avez raison de rappeler effectivement son intervention voilà, à côté de la plaque chez Laurent Ruquier, mais il a donné, à l'occasion de la sortie du film, TV5 Monde, d'ailleurs. par ailleurs, mais il a donné une interview aux Parisiens, par exemple, extrêmement émouvante, où il parle de son amour de l'opéra, il parle de ses enfants, il parle évidemment de la petite fille et de son rôle dans le film, etc. Et où Il est sérieux. Voilà, Il est sérieux. et où il est franchement très émouvant et évidemment beaucoup plus intéressant que la caricature qu'on a fait. Mais il continue, je vous rassure, il continue d'être son personnage. Là, quand vous le suivez, il poste quasiment tous les jours. Il remonte ses muscles. Il nous montre quand même qu'il n'a pas changé. Il a changé pour ce rôle. Il en fera peut-être d'autres, mais il continue d'être... Alain ne dit rien, mais vous savez qu'ils ont fait de la salle ensemble. C'est ça. Musculation. Montrez-moi, Alain, je suis impressionnée. Dans le cas de Jean-Claude Van Damme, il est évident qu'il a changé de pharmacien et que du coup, ça va beaucoup mieux. Bon, cher Alain, est-ce que Van Damme, en Belgique, est l'équivalent de Poulvord ou des gens comme ça Ben, c'est quelqu'un Parce qu'en fait, il est plus international. C'est évidemment quelqu'un qui est connu par tous les Belges. Au-delà de tous ses admirateurs, il y a aussi un certain nombre de gens, sans doute, qui regardaient ça avec une sorte d'ironie amusée. Malgré tout, une certaine tendresse, hein, parce qu'il y a un côté tellement excessif dans le personnage, quand il s'auto-parodie, quand il est aware. Bon, évidemment, ça c'est cultissime aussi, hein, pour employer une expression qui est à la mode dans cette émission. Et alors, je dirais que, bon, ben voilà, c'est une de nos gloires nationales. Il y a Brel et il y a Van Damme. Je dirais que cette fois-ci, il y a une sorte de rédemption parce que la transition qui avait été amorcée dans JCVD, eh bien, elle se réalise maintenant avec ce film où il démontre en effet qu'il est un acteur, peut-être pas un excellent acteur, mais un véritable acteur. Et en effet, c'est un bon film grâce au réalisateur, grâce au directeur photo, grâce à celui qui a fait la musique aussi. C'est un film sobre, il n'y a pas d'excès, ni d'excès de longueur. C'est un film assez court. Hein. On n'est pas parti pour 2h30. Et alors, ce qui est très, très astucieux, c'est que c'est un film qui plaira en effet à ceux qui étaient peut-être critiques de Van Damme, mais parce qu'il n'y a pas trop de castagne, mais il y en a quand même suffisamment pour plaire au public traditionnel. Et donc, l'équilibre a été parfaitement réalisé. Le film donc, s'appelle tout le monde peut aller le voir. Lucas, du cinéaste français Julien Leclerc. Voilà, et dans le droit fil de cette émission, avant le dernier sujet consacré au livre d'Éric Fotorino, qui s'appelle 17 ans, nous recevons celui qui préside de l'Institut du monde arabe, à savoir Jacques Lang, que je salue. Vous représentez donc, tout le monde le sait, une période où le ministre de la Culture servait à quelque chose. On se demande d'ailleurs pourquoi les difficultés sont... Bonjour, bienvenue Jacques Lang. Bonjour, bonjour. Ravi d'être chez et vous. merci de m'accueillir Chez ici. vous. Voilà, à l'Institut du monde arabe. Chez vous aussi. Alors, question, qu'est-ce que les gens peuvent découvrir à l'Institut du monde arabe, donc en cette rentrée? Eh bien, c'est une exposition assez grandiose. Le titre lui-même l'est, Cité millénaire, de Palmyre à Mossoul, en passant par Alep, les petits Smagna, etc. L'idée, c'était, à partir des actes abominables commis par Daesh contre les personnes, mais aussi contre les monuments, de permettre aux visiteurs de redécouvrir ce qu'étaient ces cités magiques, grâce à des technologies très neuves, très révolutionnaires, celle d'une jeune start-up qui s'appelle Iconem, celle aussi d'Ubisoft, qui fait un travail remarquable. Et le visiteur va pouvoir, pendant 1 heure, 1 heure et demie, voir Alep comme jamais, voir Palmyre comme jamais, mais en même temps aussi, il verra
par ailleurs l'état des ruines, des destructions. Et simultanément, nous organisons un colloque mondial sur la restauration de ce patrimoine qui a été abîmé. Voilà, cette exposition, elle commence quand? Elle se termine quand? Elle commence le 10 octobre. Elle se poursuit jusqu'au début du mois de janvier. Alors, nous allons parler maintenant, et vous êtes avec nous, et nous en sommes ravis, de littérature. C'est la rentrée littéraire avec quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas parce que ce n'est pas qu'un personnage très grand public, mais c'est un grand journaliste qui a dirigé Le Monde. Il s'agit d'Éric Fotorino, qui est un grand cycliste devant l'éternel, mais aussi un romancier. Et son livre s'appelle 17 ans. C'est un roman intime qui fait partie de ces livres donc, qui ont marqué, semble-t-il, la rentrée littéraire. Alors, on va en parler avec ceux qui ne sont pas français au départ, c'est-à-dire qui n'ont moins de proximité a priori avec Éric Fotorino. Par exemple, vous l'avez considéré comment, Michel, ce livre? Alors moi j'ai lu ce livre avec pas mal de curiosité parce qu'évidemment je connaissais Éric Fotorino sous l'angle du journaliste. C'est le premier livre que j'ai lu de lui, donc j'ai aucune expérience de ce qu'il a écrit auparavant, si ce n'est par après pour avoir lu quel était son domaine, on va dire, d'expertise dans l'écriture. Donc c'est un bouquin dans lequel je me suis plongé assez vierge d'un quelconque a priori. Pour la raconter rapidement, bien c'est une recherche d'identité qui est la sienne. Alors, c'est habituel dans sa littérature. Simplement, dans celui-ci, il a plutôt tendance à mettre l'accent sur sa mère. Dans les précédents ouvrages, il a souvent parlé de ses deux pères, son père biologique et puis son père adoptif. Là, c'est plutôt sa mère et la difficulté de communication qu'il a toujours eue avec cette dernière tout au long de sa vie. Et une sorte de quête personnelle pendant tout ce livre pour essayer de se raccrocher avec sa mère en partant d'un aveu qui lui a été fait, à savoir que sa maman, finalement, avait donné naissance à elle a eu 4 enfants, justement 3 enfants dont ils avaient connaissance. Éric Fotorino a 2 autres frères et une petite fille qui lui a été enlevée à la naissance. Une décision qui a été prise par la mère de la maman d'Éric Fotorino, donc sa grand-mère qui, voilà, dans le milieu des années 60, ne souhaitait pas. Ça vous a plu, ça vous a pas plu? Alors moi, je vous avoue très franchement que j'étais d'abord tout à fait séduit par l'écriture d'un point de vue purement formel d'Éric Fotorino, et puis je lui reconnais une qualité, parce qu'au départ, quand on s'embarque dans une histoire qui n'est pas un récit officiellement, mais qui l'est quand même un petit peu, même si c'est étiqueté roman, on se dit... Ça nous concerne peu, et je trouve qu'il a la qualité, Éric Fotorino, de rendre un récit, une quête qui est complètement personnelle, sans exclure le lecteur. C'est-à-dire que même moi, j'ai trouvé des portes d'entrée, des portes de sortie. On est tous parents, tous. Je suis parent, je suis enfant. Voilà. Et donc, on peut lire ce livre à plusieurs niveaux, et j'ai pas été exclu de sa quête qui est totalement personnelle, avec une situation qui est complètement sienne, mais néanmoins, j'ai pu entrer dans ce livre. Je trouve que c'est un livre qui est assez réussi. Vous avez pensé quoi, mon chéri, de ce Fotorino nouveau? Il réfléchit. J'en ai pensé que c'était en fait dans la droite ligne de Éric Fotorino, puisque vous avez rappelé quel journaliste important il est et les revues qu'il publie. Mais ça fait 25 ans à peu près qu'il est aussi écrivain et qu'il écrit beaucoup, comme le disait Michel, sur l'identité, sur la famille. Donc évidemment une famille, on l'a compris. Complexe. Voilà. Complexe pour le moins, puisque à la même manière qu'Eric Clapton pensait que sa mère était sa sœur. Vous voyez, donc c'est forcément des choses qui vous forgent un peu un imaginaire compliqué. Et puis aussi, ce qui est intéressant et qui rend contemporain et qui rend aussi, comme vous le disiez, plus universelle, évidemment, cette recherche, cette interrogation personnelle, c'est qu'il revient pour écrire ce livre à Nice, Laura, une ville que, paraît-il, vous connaissez assez bien, après les attentats du 14 juillet. Donc, évidemment, ça donne une charge très importante, alors à la fois émotionnelle, ce qui est de l'ordre du roman, et en même temps, immanquablement journalistique, parce que quand on est journaliste un jour, on l'est toujours, et puis il continue de l'être, Éric, par ailleurs. Donc ça amène un poids où le mélange de l'histoire, puisque l'attentat de Nice, c'est déjà quelque chose qui fait partie de l'histoire contemporaine de la France, avec l'histoire personnelle. Donc moi, je pense que c'est ça qui réussit bien. Et puis, comme le dit Michel, l'écriture, on ne le découvre pas avec ce livre, mais qui semble parti pour être son plus grand succès, même s'il a déjà connu des succès littéraires et puis quelques prix. Ça semble être le livre qui fasse vraiment connaître Éric Fotorino par le grand public des lecteurs francophones. Est-ce qu'Éric Fotorino, ma chère Laura, est présent
sur les réseaux sociaux. Il est présent parce qu'on Ou parle de est-ce qu'il lui. est discret? Il est Sa discret, nature. mais pour l'avoir rencontré, il échange beaucoup avec les internautes et avec ses lecteurs. Et Il est présent sur Twitter, hein, par ailleurs. Il est sur Twitter, il est suivi. Après, pas sur les autres réseaux. Sur Facebook, il a un compte personnel, il n'a pas vraiment une page. Mais il communique sur Twitter et vous pouvez échanger avec lui. Et il vous répondra, ce qui est plutôt agréable, ce qui n'est pas le cas de tous les écrivains. Et c'est intéressant parce que Yves disait qu'effectivement, une grande partie du roman se passe à Nice. Donc moi, quand je l'ai lu, je n'avais pas la même objectivité qu'Alain, Mathieu ou les autres Votre journalistes. cœur a palpité. Non, mais je trouve que c'est un regard très juste sur la ville post-attentat. Et il est hébergé dans une pension de famille où il y a un psychiatre qui est ici pour aller voir les enfants à l'Enval, l'hôpital qui a accueilli les rescapés et les victimes de l'attentat. Et tout le monde pourra y trouver une lecture. C'est-à-dire qu'on soit enfant, en tant que maman, on se sent concerné. Et moi, j'ai adoré ce psy qui fait tout avec des Playmobil et qui demande de recomposer des familles avec des Playmobil. Donc, je pense que c'est un livre qui va plaire à tout le monde. Et sur les réseaux sociaux, les commentaires sont plutôt très positifs, indépendamment des critiques, comme Bernard Pivot, qui a fait un papier dithyrambique dans le JDD. Monsieur et Madame tout le monde, surtout des lectrices, sont très touchées par son écriture et en témoignent sur les internets. Voilà. Mais à quelques instants, mon cher Alain, vous étiez une sorte de penseur de Rodin. Est-ce que ça veut dire qu'une distance vous sépare de ce livre? Ah, mais je suis un peu perplexe parce que c'est vrai que c'est à peu près 1000 km de la Belgique. Voilà, 1200. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu perplexe. Il y a une indiscutable qualité d'écriture, une espèce de froideur et d'indifférence de façade qui masque les tourments, etc. Mais bon, il faut quand même se dire que globalement, c'est aussi enjoué qu'un éditorial du Monde à propos d'un génocide. Hein. Donc, ce n'est pas un livre qui peut exprimer quand même un certain nombre de passions. Éric Fotorino est quelqu'un de tout à fait charmant, en effet, qui a pris des tas d'initiatives intéressantes dans le domaine de la presse. Moi, je trouve que c'est très fort un livre de journaliste parce qu'il y a cette espèce de regard très distancié, même quand il parle de lui sur la réalité, et ça peut gêner un certain nombre de lecteurs, dont moi, je l'avoue. Je vais dire que moi, j'aime surtout Éric Fotorino quand il exprime sa passion, et c'est quand il parle de cyclisme, parce qu'à ce moment-là, en effet, il se transforme, il y a une véritable mutation, et ça devient quelqu'un de différent. Alors, avec Mathieu... C'est un livre introspectif, donc évidemment, on n'est pas dans quelque chose qui... Voilà, mais je pense que ça explique aussi pourquoi il y a peut-être un regard clinique, et que je trouve justement intéressant, parce qu'il réussit à avoir un regard clinique sur lui-même, ce qui n'est pas très simple. Mais il y a un côté complètement introspectif à se dire pourquoi j'en suis là où je suis. Mathieu, Fotorino. Fotorino, c'est un livre qui m'a un peu dérouté, effectivement. Je suis un peu comme... je me situe un peu comme Alain. C'est un livre qui s'attaque à quelque chose qui est extrêmement grave, dont on sent que ça a touché profondément l'auteur, parce qu'il le dit beaucoup en entrevue, il dit ces livres sont des rectificatifs de ses fiches d'état civil. C'est quelqu'un aussi qui a répété souvent que ce livre-là, il devait le faire absolument. Il l'a refait, je pense, 7 fois. Ouais. Il a jeté 7 manuscrits avant d'arriver donc à cette forme finale. Et il devait donc écrire sur cette chose qui va peut-être toucher les gens du Québec, parce que vous savez, il parle de la France moyenâgeuse des années 60. Et vous savez qu'au Québec, on a vécu aussi ces situations-là complètement incroyables où on se retrouvait avec des familles qui étaient complètement déstructurées, détruites par le poids de la société, parce que dans ce cas-ci, bon, ben, c'est le fait que c'est une jeune femme de 17 ans qui a un enfant, et donc ça a un impact sur sa vie. Et encore aujourd'hui, il se bat avec cette espèce d'incommunicabilité-là qu'il a vécue avec sa mère. Et donc, tout ce qui entoure le livre est éminemment louable, cette espèce de travail d'introspection aussi qu'il fait, et on sent vraiment qu'il doit arriver à cette espèce de résultat final-là. Et en même temps, comme disait Alain, il y a quelque chose de clinique. Il y a quelque chose où on dirait qu'on regarde les émotions plutôt qu'on est véritablement dedans. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est troublant dans ce livre-là. C'est très intéressant à lire parce qu'effectivement, il écrit très bien.
Mais en même temps, il y a une espèce de dichotomie entre ce drame, quand même, qui est celui de ne pas pouvoir communiquer avec sa mère, d'avoir vécu avec cette espèce de poids toute sa vie, et en même temps, cette espèce d'écriture qui est à la limite un peu détachée. Donc, c'est un livre qui m'a laissé sur ma faim, mais en même temps, effectivement, ça se lit bien et on comprend toute la pertinence et la légitimité d'avoir écrit ça. Vous avez un coup de cœur, Jacques Lang, car vous savez que vous êtes obligé de venir ici avec un petit coup de cœur dans cette salle magnifique avec les mouches arabiées, donc qui ont été réalisées par Jean Nouvel. Je n'ai pas lu le livre d'Éric Fotorino, pas encore. Alors je vais lire évidemment encore plus rapidement le livre, vous ayant écouté. Mes deux coups de cœur, c'est deux, parce que il y a la rentrée littéraire riche. C'est le livre que j'ai entre les mains, c'est le livre de Nancy Gluston, Lèvres de pierre, je la rencontre d'ailleurs dans quelques instants, qui est un livre admirable, comme toujours chez elle, et qui touche à des éléments à la fois très graves sur le plan de la société et sur le plan humain. Et le livre d'Aurélie Filippetti, Les idéaux. C'est une construction étrange à partir d'une histoire intime, personnelle. Aurélie, militante, personnage officiel un temps, qui tout à coup nous livre, pas complètement, mais une partie de cette relation étonnante qu'elle a nouée avec une autre personnalité politique. Voilà, deux autres personnalités politiques. Deux autres, voilà. Monsieur enfin, les deux tiers du livre, c'est... Voilà. Et après, c'est... Vous nourrissez notre curiosité, là. Voilà, il s'agit... Ça s'appelle Les idéaux, c'est publié chez Fayard. Il s'agit de ces relations évidemment personnelles. Et puis tout ça accompagné de portraits assez violents de ceux qui l'ont accompagné pendant ce bref séjour dans la vie politique, à la fois comme député et comme ministre de la Culture. Il faut terminer très bref. Michel. Je vais être bref. Un coup de cœur qui est musical, c'est le festival Label Suisse qui a lieu exactement dans une semaine, du 14 au 16 septembre. C'est un festival gratuit à Lausanne. Alors vous allez me dire, si vous êtes au bout du monde, quel intérêt? L'intérêt, eh bien, il est que la RTS.ch, donc les différentes radios de la radio-télévision suisse, eh bien, diffusent une grande partie de ces concerts. Vous pouvez les écouter. Je vous encourage à le faire. Il y a Cadet Bostani, Alieuse, Le Roi Angus, Christophe Schiffel, enfin vraiment, il y a énormément, il y a plus de 60 concerts, je crois. Et ça vous donne une idée assez précise de ce qui se passe musicalement en Suisse. Yves. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'on fêtait le cinquantenaire de mai 68 et de l'année 1968, année politiquement mais culturellement aussi très importante. Et alors, je pense que parmi toutes ces publications... La plus, en tous les cas, la plus complète et la plus différente et la plus intéressante est le livre de Serge Loupien, donc journaliste culturel historique de Libération, qui raconte la France underground, donc en fait la France qu'on a peu racontée, qui était racontée par les journaux de l'époque, mais qui a été oubliée notamment un peu. par Actuel. Bien sûr, et par Libération, qui sont des journaux qui sont nés de mai 68 en France. Donc ça vous raconte 1965-1979, le free jazz, le rock et la pop, le temps des utopies. Chez Rivage Rouge, c'est Serge Loupien. Et donc, comme tout ce qu'écrit Serge, c'est à la fois remarquablement intéressant et très drôle. Un coup de cœur numérique. Et je n'ai même plus besoin de vous interpeller, vous partez. The Artist Academy, c'est un site internet français qui s'est inspiré du modèle britannique Masterclass, qui fait intervenir des artistes. Là, c'est Eric-Emmanuel Schmitt qui donne les premiers cours. Après, il y aura belge. Ah oui, qui est en devenu... effet. Ah oui. Gauthier Capuçon, Chantal Thomas, tout ça dans des domaines artistiques pour assouvir vos passions et apprendre. Ça vient d'ouvrir. Dernier coup de cœur. Alors, Anvers Baroque 2018, jusqu'en janvier, des expositions, des concerts, des visites de la ville pour découvrir l'architecture du théâtre. Et si je vous en parle, c'est parce qu'on a poussé l'originalité jusqu'à faire découvrir ou redécouvrir quelqu'un dont on avait oublié l'existence, Michaelina Bautier. Elle est née en 1604 à Mons et c'est une artiste peintre presque contemporaine de Rubens, un peu plus jeune que lui. Ah bon. Il y en a extrêmement peu. Et je trouve que c'est extraordinaire, en effet, d'avoir pu, comme ça, faire découvrir que, oui, au XVIIe siècle, il y avait aussi des artistes peintres. Et il est temps de se pencher aussi sur ces femmes artistes des siècles passés qui ont marqué quand même l'histoire de l'art. Mathieu, coup de cœur.
Alors, si vous êtes français, francophone du monde et vous passez à Montréal, ou vous êtes montréalais ou québécois, un festival que j'adore qui s'appelle le Festival international de la littérature. C'est à Montréal du 21 au 30 septembre. Des auteurs québécois, des auteurs de la francophonie qui se mettent en scène, beaucoup de premiers textes qui sont lus. C'est quelque chose d'absolument fascinant et c'est bien fait. Le Festival international de la littérature, c'est un des grands rendez-vous culturels de l'automne au Québec. Merci mille fois. C'était 300 millions de critiques. J'ai une dernière question à Jacques Lang. Vous n'avez jamais écrit vos mémoires, les vrais. Est-ce que c'est quelque chose? Vous voulez dire Si qu'il vous faut allez qu'à vous mon... y mettre. Vous voulez dire qu'il faut qu'à mon tour, je déchire le rideau. Exactement. Vous le ferez ou pas? J'aime les rideaux. J'aime le théâtre et beaucoup de choses. Quelle jolie réponse. Donc les rideaux sont fermés. Mais on doit Je l'ouvrir. n'ai à un ni- moment. Pour l'heure, ça viendra un jour peut-être. Je n'ai ni l'envie, ni le talent, ni le temps. Voilà. Mais si un éditeur vous donne une grosse avance. Oh, ça me laisse complètement indifférent. C'était 300 millions de critiques. Nous étions ravis de vous retrouver pour cette première émission de la saison à l'Institut du monde arabe. Jacques Lang, merci. Et merci à cette joyeuse bande qui vous accompagne et qui travaille pour vous chaque semaine. Ciao et à la semaine prochaine. Don't you miss it? Some of your people just about missed it.